Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle session de l'AISFAR. Donc c'est une session vraiment spéciale que j'ai vraiment beaucoup de bonheur à présenter puisqu'il s'agit d'une session francophone, ce qui tombe bien puisque aujourd'hui c'est la journée de la francophonie et on va parler d'un sujet qui nous concerne tous et pour lequel on a souhaité faire un contour sur des perspectives francophones, c'est la sécurité en anesthésie. Et pour parler de ce sujet, on a avec nous autour de l'écran trois éminents spécialistes et très impliqués à la WFSA. Je vous présente donc le professeur Patricia Yazbek, qui est médecin anesthésiste réanimatrice à l'Hôtel Dieu de France à Beyrouth, qui est présidente de la Société Pan-Arabe et qui est membre du Concile de la WFSA. Le professeur Ahmed Hassan El Adib, qui est médecin anesthésiste réanimateur, professeur d'anesthésie à Marrakech et qui est aussi un membre du board de la WFSA, l'African Regional Section. Et enfin, le docteur Philippe Mavungu, qui est médecin anesthésiste réanimateur à Nantes, qui est membre de la WFSA au Concile, qui est membre également du board ARS, qui a une double appartenance en termes de société savante, puisqu'il est membre de la Société congolaise d'anesthésie et réanimation médecine d'urgence et membre de l'ASFAR. Et donc, pour essayer de discuter autour de cette question qui est très large de la sécurité en anesthésie, on a choisi donc que chacun d'entre vous parliez d'un thème général. Ahmed va parler de l'organisation, Patricia va parler des moyens humains, et Philippe va parler des moyens matériels et des médicaments. Mais avant ça, j'aimerais qu'on voit des petites vidéos qui ont été tournées lors du dernier congrès de la SARAF on a posé des questions à des collègues d'Afrique de l'Ouest pour savoir quelles étaient leurs appréciations vis-à-vis de la sécurité en anesthésie. Et donc, on va avoir une succession de 4 petites vidéos. Et la première, c'est une vidéo qui a été tournée avec le professeur Koulibaly, qui est le chef de service de CHU de Bamako au Mali et qui est président de la SARAF. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le son de cette intervention. OK. Alors, je vous propose maintenant de voir la vidéo tournée avec le professeur Elisabeth Diouf, qui est l'ancienne présidente de la SARAF et qui est chef de service à Dakar, au Sénégal. Avoir le même niveau d'équipement, que tous les hôpitaux de même niveau puissent avoir le personnel, les médecins anesthésistes réanimateurs, les techniciens anesthésistes réanimateurs, avec des normes qui pourront être définies par les sociétés savantes. Donc c'est cette insuffisance de coordination qui fait qu'il y a des disparités dans les équipements, dans les ressources humaines au niveau du pays, et ça, on voit que ce sont les grandes villes, notamment les capitales, qui sont les plus nanties au détriment des zones qui sont les plus périphériques. Justement. Merci beaucoup. La troisième intervention, c'est le professeur Eugène Zoumenou, qui est président du comité scientifique de la SARAF et qui est chef de service au CHU de Cotonou au Bénin.
Si on rentre spécifiquement en anesthésie, le premier problème qu'on peut aborder, c'est le problème de qui fait l'anesthésie, c'est les ressources humaines. Il y a les médecins, il y a les paramédicaux qui font de l'anesthésie. Aujourd'hui, le Bénin a une trentaine de médecins anesthésistes pour 12 millions d'habitants. On est à peu près à 2 anesthésistes par million d'habitants, en sachant que le Maroc a autour de 20 à 30 par million d'habitants et qu'en France, il y en a 200 par million d'habitants. Les infirmiers, il y en a 200, ils sont à 20 par million d'habitants alors qu'il en faut 10 fois plus. Donc les ressources humaines qui sont nettement insuffisantes. Et je dis en même temps qu'est-ce qui se fait pour ça. Il y a une école qui est créée au Bénin qui forme les médecins anesthésistes, mais on a aussi une école qui forme des infirmiers anesthésistes. Malheureusement, l'input est faible et pour atteindre les capacités optimales, ça va être très difficile. Parce qu'on a fait le calcul, il faut former une centaine de médecins anesthésistes dans les 5 prochaines années. Ça suppose qu'il en faut 20 par an. On en est très loin. Il faut former une cinquantaine de médecins anesthésistes, d'infirmiers anesthésistes par an. On n'en a qu'une dizaine qui sont formés par an. Donc, on ne peut pas les former tous dans le pays. Il faut que l'État donne des bourses pour qu'ils aillent ailleurs. Donc ça, c'est pour les... Merci beaucoup. Et la dernière vidéo, c'est celle du professeur Guy Bertille, qui travaille à l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle à Ouagadougou, au Burkina Faso. On n'a pas certains médicaments essentiels comme le succinylméthonium. Les vasopresseurs, on ne les a pas continuellement. Et l'autre problème avec les médicaments, c'est qu'on continue à utiliser des médicaments abandonnés ailleurs, comme l'allotal. On a également un problème d'équipement de nos hôpitaux. Actuellement, dans très peu d'hôpitaux et de salles d'opération, les malades sont ventilés et monitorés correctement. Complètement, je dirais. Tous les paramètres vitaux ne sont pas monitorés. On a également un problème de ressources humaines. Merci beaucoup. Donc, on a eu des points de vue qui démontrent bien qu'il est important qu'on discute tous, justement, pour essayer de comprendre d'abord cette hétérogénéité en termes de moyens humains, matériels et d'organisation. Et je pense que c'est un sujet qui doit nous permettre d'avoir une réflexion et d'essayer d'arriver à des conclusions, si ce n'est un consensus sur le meilleur moyen d'arriver finalement au meilleur de la sécurité en anesthésie. Et c'est pour ça qu'en fait, on a partagé ces topos, cette question centrale en 3 topos. Et donc, je te propose, Ahmed, de nous parler justement de la problématique de l'organisation dans une perspective francophone. Merci beaucoup, Pierre. Et à travers toi, je remercie infiniment la SFAR et toutes les équipes d'organisation de nous permettre de nous réunir, de faire cette fête de l'anesthésie-réanimation francophone. Et ce choix de la thématique de la sécurité anesthésie de par les perspectives francophones. Donc, c'est une occasion extrêmement importante. Avant de commencer, je voudrais exprimer mes condoléances à tous mes amis français et francophones qui ont côtoyé le professeur Jean-Pierre Estèbe, qui est un grand nom de l'anesthésie-réanimation francophone. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. Donc, concernant la première thématique de l'organisation de l'anesthésie dans les pays francophones, il y a plusieurs contraintes. D'abord, l'anesthésie va subir la contrainte du système de santé dans les pays, que ce soit au niveau du financement et éventuellement ce qui est attribué à la santé en matière de PIB et de financement de la santé. La sécurité sociale pose un problème dans la majorité de ces pays, et puis il y a énormément d'inégalités territoriales et sectorielles. La sécurité en anesthésie se confronte aussi aux problèmes législatifs dans les différents pays, par rapport à la protection des patients, par rapport aux lois sur la responsabilité médicale. Et puis, il n'y a pas de texte spécifique à la sécurité anesthésique. Notamment, si on parle de l'organisation de l'anesthésie elle-même, la consultation pré-anesthésique n'est pas obligatoire. Tout ce qui concerne la salle de soins post-interventionnels, l'ALR peine à trouver sa place. Et puis, il y a pas mal de spécificités pédiatriques et
notamment sur la sécurité en pédiatrie. L'obstétrique, je vais revenir plus tard. Et puis, on ne peut pas parler de l'anesthésie sans parler de réanimation. On ne peut pas développer l'anesthésie et la qualité, un certain niveau de soins en anesthésie si on n'a pas de réanimation, de médecine périopératoire. Les anesthésistes réanimateurs francophones aussi se confrontent dans plusieurs pays à non seulement s'occuper de l'anesthésie et de la réa, mais aussi des soins palliatifs et la douleur, et dans plusieurs pays aussi de la médecine d'urgence et préhospitalière. Et donc, ça fait des problèmes d'organisation. On est impliqué partout et la sécurité en anesthésie va subir ces problèmes d'organisation. Et puis, ces derniers temps, il y a l'émergence de problématiques médico-légales. Alors, pour attester des problématiques sur la sécurité en anesthésie, ça ressort très bien, notamment, j'ai pris juste l'exemple d'une étude africaine publiée dans l'Ancet il y a 12 ans, où il y a pas mal de pays francophones qui ont participé. Et donc, comme vous voyez ici, la mortalité post-opératoire liée à des complications post-opératoires est beaucoup plus élevée dans nos pays africains. Et quand on va dans les détails, l'anesthésie prend une part importante. Cette même étude, quand on a ressorti juste les données de l'obstétrique, on se retrouve avec des chiffres qui sont extrêmement inquiétants, notamment la mortalité maternelle après césarienne en Afrique, elle est 50 fois plus élevée dans nos pays par rapport aux pays aux revenus élevés. Et les causes qui ont été déterminées majoritairement responsables de cette mortalité maternelle, c'est les hémorragies du péripartum et les complications de l'anesthésie. Donc forcément, il y a une marge de manœuvre extrêmement importante. Et on a l'impression que les autorités ne font pas le nécessaire, malgré que l'exemple de la mortalité maternelle est un exemple de développement humain, est un objectif de tous les pays pour le développement, et ça pose problème. Deuxième point, c'est la réanimation. Donc, j'ai ressorti ici les chiffres qui ont été collectés par Jeune Afrique à l'arrivée de la pandémie Covid. Et donc, c'est des chiffres de nombre de lits de réanimation dans les différents pays, quoique la majorité des pays ont upgradé leur capacité habituelle en réanimation. Et comme vous voyez ici, c'est les capacités pour tout un pays de réanimation qui, durant une pandémie, ils ont été détournés vers la Covid. Et donc, quel est le devenir de la prise en charge des autres malades, du périopératoire? Donc forcément, vous réalisez qu'on ne peut pas parler de sécurité d'anesthésie si on a autant de problématiques d'organisation de la réanimation un petit peu partout. Et donc, dans ce cas-là, nous, anesthésistes réanimateurs dans les différents pays, on a essayé de prendre nos responsabilités, à l'image de ce que ça a été fait au niveau de la SMAR depuis des dizaines d'années, ce qui a poussé vers des textes législatifs. Et donc, au Maroc, par exemple, on a fait au départ des recommandations concernant la sécurité en anesthésie en 2008. Et puis, on a essayé de collaborer avec nos collègues maghrébins et on a publié un référentiel commun sur la sécurité en anesthésie, qui a eu un impact très important, particulièrement en Algérie, par un texte de loi, mais ça ne concernait que les infirmiers anesthésistes. Et puis en Tunisie, une circulaire en 2015 pour l'organisation de l'activité anesthésique dans les établissements de santé, où tous les éléments dont j'ai parlé ont été soulevés. Le problème, c'est que... Et puis, le seul autre pays sur lequel je suis au courant qu'il y ait un texte de loi, c'est le Congo. Mais tous les autres pays, il n'y a rien par rapport à la spécificité législative sur la sécurité en anesthésie. Donc, nous, au Maroc, on a vu qu'on a fait tout ça. On a essayé, par exemple, d'établir d'autres référentiels. On a réactualisé ici, en 2016, les normes, les recommandations sur la sécurité en anesthésie, en se basant sur la déclaration de Helsinki, je vais revenir plus tard. Mais aussi, on a établi pour la première fois du norme en réanimation. Puis en 2018, des recommandations sur la sédation hors bloc. Puis en 2019, on a adapté les recommandations françaises des examens pré-interventionnels pour pouvoir pousser les pouvoirs publics à faire des textes, à organiser la prise en charge, et puis aussi pour donner des moyens pour protection des collègues. Sur le plan international, on a adhéré à la déclaration de Helsinki. Donc, j'ai moi-même signé
à Berlin en 2015 la déclaration de Helsinki, et puis on s'est organisé dans les pays africains francophones pour organiser une signature commune lors du congrès de l'ASMAR en 2016, avec 9 sociétés savantes africaines représentant 15 pays qui ont signé cette déclaration. On s'est dit, avec cette déclaration de Helsinki, on va aller faire un plaidoyer pour l'anesthésie. Et on a participé dans ce cadre-là, toutes les sociétés savantes, à valider les recommandations qui ont été rédigées par la WFSA et adoptées par l'OMS concernant les normes internationales pour une pratique sécuritaire de l'anesthésie, qui ont été publiées, où il y a beaucoup de choses sur l'organisation, notamment les niveaux de soins, et pour pousser les gouvernements à adopter, à changer les choses. Mais on se retrouve confronté à pas mal de problèmes, ça n'arrive pas à passer. Et pour ça qu'on insiste sur la communication. On fait beaucoup de communication partout dans les pays. Les animateurs font de leur mieux pour améliorer les choses sur le plan organisationnel. Mais on profite de cette occasion-là pour encore parler de la communication et communiquer entre nous pour pouvoir améliorer la sécurité anesthésique dans nos pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur El Hadib. Ahmed, ça suscite plusieurs questions. On sent quand même que les textes sont là au niveau international. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de difficultés finalement à les faire appliquer à un niveau national? Est-ce que c'est parce que c'est hétérogène? Est-ce que les approches sont différentes? Est-ce que les contraintes sont différentes? Tu as parfaitement raison, Pierre. Il y a les contraintes différentes et puis chaque pays a ses priorités, a son organisation et son cadre d'aboutissement des textes législatifs. C'est pour ça que certains pays, ils essayent d'introduire des textes à l'intérieur de textes beaucoup plus généraux pour pouvoir aboutir. Maintenant, la problématique, même les pays qui ont des textes, pour aller appliquer des normes dans la vraie vie, ça pose problème de faisabilité. Et puis, il y a une absence de contrôle de ce qui se fait. Je donne l'exemple type du Maroc, où il y a un petit texte, un petit article sur la médicalisation de l'anesthésie. On n'est pas capable de l'assurer dans la vraie vie et encore moins à la contrôler. Et je pense que ça va sortir tout à l'heure dans le chapitre ressources humaines. Est-ce que le fait d'avoir une réglementation qui n'est pas possible d'appliquer du fait des contraintes structurelles, c'est pas ce qui fait le lit finalement du risque médico-légal dans vos pays? Et je sais par la presse qu'il y a eu des problèmes, que ce soit au Maroc, en Tunisie. Oui, cet aspect médico-légal est en train d'arriver avec force. Forcément, quand on a une amélioration de la civilisation, de développement des différents pays, la population elle est de plus en plus consciente et forcément elle va aller en justice. C'est pour ça que j'ai soulevé cet aspect des protocoles, parce que les protocoles et les recommandations des sociétés savantes vont permettre aux magistrats d'avoir un cadrage. Les experts aussi qui sont sollicités par les magistrats vont faciliter la tâche en l'absence de textes législatifs au niveau de chaque pays. Je rappelle que dans certains pays où c'est même les recommandations quand il n'existe pas, les experts s'appuient souvent sur les recommandations françaises ou des textes législatifs français. Donc, ces textes-là ne sont pas adaptés au contexte parce qu'on n'a pas le même équipement, on n'a pas la même organisation et parfois ça peut entraîner des problématiques. C'est pour ça qu'on exhorte qu'il y ait cette collaboration, de pouvoir avoir soit un cadrage international comme les recommandations de l'OMS qui sont adaptables à chaque contexte, ou bien que les sociétés savantes locales, au moins, puissent protéger les anesthésistes réanimateurs nationaux et les infirmiers anesthésistes, bien sûr, par des recommandations adaptées au contexte de chaque pays. Qu'est-ce qui, d'après toi, est le plus facile finalement à mettre en place pour améliorer la sécurité? C'est une question difficile. Je pense qu'il faut qu'il y ait des recommandations. Il faut que les sociétés savantes produisent. Moi, je suis quelqu'un qui est convaincu qu'il ne faut pas attendre que ça vienne d'en haut. Il faudrait qu'on fasse nos choses et on fasse le plaidoyer et avec nos recommandations, qu'on puisse pousser à ce qu'on ait une place. Maintenant, c'est vrai qu'il y a tellement
de priorité pour les gouvernements que l'anesthésie pour eux peut être posée problème. Quoique la pandémie Covid, elle a changé la vision de tous les pays par rapport à notre métier. Donc, il faudra qu'on trouve la bonne place. Ouais. Est-ce que ça a aidé localement? Le fait d'avoir la pandémie, ça aide? Ça a aidé, ça va venir, ça a aidé sur le plan équipement. Ça a aidé à ce qu'il y ait une prise de conscience que le besoin en réanimation, en anesthésie réanimation et en médecine d'urgence est quelque chose de capital pour nos pays, est quelque chose de capital pour la sécurité des patients, dans l'anesthésie, en dehors de l'anesthésie. Vous avez vu le nombre de lits de réa dans certains pays, et ils ne sont pas capables d'absorber si jamais il y a des vagues importantes. Heureusement que les chiffres ne sont pas extrêmement conséquents dans les différents pays, mais ils sont conscients. Maintenant, est-ce qu'après la pandémie, ça va se traduire sur la réalité? Je ne suis pas certain. Et j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses, ça va être un leitmotiv, est-ce que tu penses que l'élaboration, le développement, la rédaction de protocoles, de procédures, de référentiels francophones pourrait améliorer? Parce que finalement, moi j'ai l'impression quand même que tu as présenté l'étude ASOS, c'est une étude qui est quand même gérée par des anglo-saxons. Enfin, c'est pas polémique du tout ce que je veux dire. Mais il y a beaucoup d'hôpitaux africains dedans. Oui. Mais justement, est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver une façon francophone de développer des référentiels sur l'organisation? Certainement, parce que dans les pays anglophones, il y a une structuration particulière, et puis nous, on a notre mentalité à la française, et la majorité d'entre nous, ils ont été formés dans les hôpitaux français. On suit, la linguistique permet beaucoup de choses. Donc forcément, avec cette linguistique et cette francophonie, si on arrive à collaborer tous ensemble, avoir des échanges avec quelque chose de relativement commun qui ressemble à ce qui ressort sur les recommandations de la WFSA et l'OMS, et de pouvoir donner un cadrage qui pourrait être contextualisé par les réalités de chaque pays. Donc le collectif, il ne peut être que extrêmement bénéfique pour aller de l'avant. Et ce collectif, c'est parce qu'il y a des scientifiques de part et d'autre, parce qu'il y a des avancées. Je pense que c'est important qu'on puisse collaborer. Mais aussi, via l'aura qu'a la France vis-à-vis des pays francophones, qu'il y ait un plaidoyer médiatique important et qui pousserait les gouvernements à faire changer les choses. Merci beaucoup. Je propose qu'on passe, et puis on rediscutera de toute manière de tous ces éléments-là pour les mettre, comme tu le dis, dans le contexte et ensemble. On va passer donc la parole au professeur Patricia Yazbek, qui va nous parler donc des problématiques de moyens humains dans la sécurité en anesthésie. Bonjour, merci Pierre pour cette introduction. Si je ne présente que des exemples concernant le Liban dans cette présentation, c'est bien parce que le Liban constitue actuellement l'avant-poste du français au Moyen-Orient, la francophonie ne représentant plus qu'une minorité en Égypte, à Alexandrie, de même qu'en Syrie, à Alep. Par contre, au Liban, le français est enseigné dès l'école primaire, dans le privé et dans le public, et jusque dans l'enseignement supérieur, où 3 universités sur 6 enseignent la médecine en français. La sécurité anesthésique est certainement une priorité des établissements de santé, et ceci depuis de nombreuses années. Ainsi, au cours des 30 dernières années, ceci a permis la réduction du taux de décès lié à l'anesthésie de 1 sur 10 000 à 1 sur 145 000. Et ce niveau est apparenté, comme on le dit souvent, à celui de la sécurité aérienne, mais surtout pour les patients ASA 1 et 2. Par contre, les patients ASA 3 et 4 continuent à avoir une mortalité un peu plus importante, surtout dans la période post-opératoire. Alors, quels sont les facteurs humains qui interviennent dans la sécurité en anesthésie? Ceux qui sont classiquement décrits sont la médicalisation de la spécialité, l'effectif médical et non médical, la formation initiale et continue, la réglementation de la profession. Mais également, il y a des concepts plus récents qui concernent la gestion des erreurs, le travail et la gestion des équipes, la communication et le bien-être au travail sont reconnus comme des facteurs également intervenant dans la sécurité en anesthésie. D'abord, la médicalisation de l'anesthésie. Depuis les premiers essais sur l'anesthésie en 1846 aux États-Unis et également en Europe et en France, l'anesthésie est restée pendant de très nombreuses
années une activité qui était très dangereuse, avec une mortalité importante. Et elle est restée sous l'égide des chirurgiens pendant très longtemps. Ce n'est que à partir des années 1950 et surtout entre 1960 et 70 en France que l'anesthésie a été reconnue comme une spécialité médicale à part entière, création d'un diplôme, rattachement de la réanimation à l'anesthésie et apparition des départements d'anesthésie-réanimation. L'ASFAR prend son aspect actuel en 1982 et elle rajoute d'ailleurs la sécurité dans ses objectifs statutaires dès 1988. Au bas de la diapo, on voit le Liban, pays francophone du Moyen-Orient, qui a suivi exactement le même parcours que celui de la France à partir des années 1950 concernant la médicalisation de l'anesthésie. Deuxième point important, c'est l'effectif ou la densité des médecins anesthésistes. Nous connaissons tous cette carte qui a été publiée par la WFSA en 2015 et qui va être rééditée prochainement, où chaque pays est représenté par sa densité en médecins anesthésistes pour 100 000 habitants, avec un seuil minimum qui a été fixé à 5 médecins anesthésistes pour 100 000 habitants. Et donc, on voit que le Liban se situe à une densité de 9,57 en 2015, donc bien au-dessus quand même confortablement de ce chiffre minimum. Et la France est également bien au-dessus de ce seuil avec une densité de 15,06. Mais bien sûr, ceci ne suffit pas puisqu'il faut également regarder la répartition géographique dans un même pays qui n'est pas toujours uniforme. Et également, il y a des facteurs de variation permanents de la démographie qu'il faut prendre en compte et il faut appliquer des mécanismes correcteurs de cette démographie pour garantir la bonne pratique de la profession et la sécurité des patients. Ainsi, au Liban, donc, comme on l'a dit, il n'y a pas de pénurie. Le nombre de médecins anesthésistes a toujours été en augmentation constante et assez confortable, mais il n'y a pas de mécanisme national de veille et de correction. Depuis janvier 2021, on sait qu'à cause des circonstances, il y a un départ massif de médecins hospitaliers, plus de 400, dont des médecins anesthésistes. Donc, ceci augure de ce qui peut se passer par la suite. La formation des médecins anesthésistes réanimateurs, cette spécialité, l'anesthésie, est une spécialité transversale, complexe et risquée, et elle demande un haut niveau de connaissances et de compétences. Au Liban, et surtout dans les universités francophones, la formation est calquée sur celle de la France et elle a une certaine bonne réputation. On obtient un diplôme local de chaque université, mais il y a un besoin certain en formation supplémentaire à l'étranger, surtout pour des populations particulières comme la pédiatrie et l'obstétrique. Une formation médicale continue est exigée par les départements, les sociétés savantes et l'ordre et doit être encouragée. Tout ceci dans le but de former des professionnels capables d'une prise en charge anesthésique globale, depuis la consultation d'anesthésie jusqu'au-delà de l'acte opératoire, garantie d'une sécurité pour tous les patients et surtout pour les patients les plus fragiles. Le médecin anesthésiste restant le médecin par excellence de la période péri-opératoire. Les autres intervenants en anesthésie, infirmiers et infirmières, ce sont les principaux collaborateurs des médecins anesthésistes. Ils contribuent largement à la qualité des actes et soins de l'anesthésie et à la sécurité. Et il existe un rôle bien reconnu du binôme médecin-infirmière en anesthésie dans l'école francophone. En France, ce sont des individus hautement qualifiés ayant un diplôme d'État et qui exercent sous le contrôle des médecins anesthésistes. Au Liban, et surtout dans les institutions francophones, les infirmières sont quand même les principales et seules collaboratrices des médecins anesthésistes, alors que dans des institutions non francophones, il peut s'agir de techniciens ou d'infirmières de bloc, pas spécifiquement dédiées à l'anesthésie. Elles travaillent tous sous le contrôle du médecin anesthésiste, mais il n'y a pas de diplôme d'anesthésie. Il s'agit d'une formation qui leur a été donnée à l'intérieur des départements d'anesthésie et réanimation. Mais actuellement, la demande est de plus en plus forte dans toutes les institutions, même non francophones, pour des infirmières, modèle français si vous voulez, formées en anesthésie. Donc, la mise en place de formations qui sortent du cadre des départements devient souhaitable. Ceci survient aussi sur un fond de pénurie nationale en infirmières et de départ massif à cause des circonstances. La réglementation de la profession, également, la sécurité anesthésiste a beaucoup progressé grâce à la mise en œuvre de recommandations et de règles professionnelles. En France, les textes réglementaires sont très nombreux. Depuis le décret sécurité de décembre 1994, il y a beaucoup de textes qui concernent les facteurs humains ou la relation entre les différents professionnels. Au Liban, les textes sont peu nombreux. Il y a la loi sur la pratique médicale et le code de déontologie avec un seul paragraphe sur le rôle du médecin anesthésiste, ses responsabilités et sa présence obligatoire au cours de toute anesthésie.
Puis par la suite, il y a eu des recommandations de la société libanaise et quelques circulaires concernant d'autres sujets, mais ce ne sont pas des lois et des décrets. Le Liban a bien signé la déclaration de Helsinki et les standards internationaux de sécurité anesthésique sont bien diffusés au Liban. L'accréditation a joué un rôle très important. Plusieurs accréditations des hôpitaux faites par le ministère de la Santé depuis 2004 en collaboration avec la Haute Autorité de Santé française ont été réalisées, ont eu un rôle très positif en obligeant les institutions hospitalières à appliquer les standards et les professionnels à rentrer dans cette démarche qualité qui est également essentielle pour la sécurité. Ainsi, une continuité de cette démarche et un renforcement de la réglementation sont indispensables pour maintenir le niveau de qualité et de sécurité. Enfin, je ne peux pas terminer sans parler quand même des concepts plus récents sur les facteurs humains. En effet, la sécurité des patients ne repose pas seulement sur des individus bien formés. Des incidents et accidents persistent et peuvent survenir le plus souvent avec des professionnels expérimentés et reconnus. La majorité de ces événements sont le fruit de défaillances au niveau du travail d'équipe et ceci se passe aussi bien en situation de crise qu'en situation de routine. Donc, le facteur humain, l'aspect relationnel et la communication dans l'organisation du travail sont actuellement bien reconnus comme facteurs d'amélioration de la sécurité et doivent être pris en compte. Une formation doit être faite pour pallier à ceci. En conclusion, je termine par une phrase célèbre d'un anesthésiste célèbre, Sir Robert McIntosh, et qui résume justement ces facteurs humains. Ce n'est pas le médicament qui est dangereux, mais c'est plutôt celui qui l'administre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Patricia. Donc, si je comprends bien, si on peut résumer la problématique des moyens humains, c'est un problème de démographie, d'une part, le volume de professionnels, et un problème de formation à la sécurité. Lorsqu'on regarde les pays francophones, on voit qu'il y a des organisations qui sont différentes, avec des démographies médicales faibles ou fortes, des démographies paramédicales faibles ou fortes, et des collaborations qui sont un peu différentes. Quelle est ton analyse en dehors de la démographie d'une façon globale dans les pays sur la collaboration entre les paramédicaux et les médicaux en fonction de tout ce contexte? C'est-à-dire que au Liban et surtout dans les institutions francophones ou dans l'école francophone, nous sommes bien convaincus de la collaboration et de ce binôme médecin-infirmière surtout dans la sécurité anesthésie. Et donc, comme je l'ai dit, jusqu'à présent, pour des raisons anciennes et sur lesquelles je ne vais pas revenir, liées justement à la démographie et à l'implantation, si vous voulez, de la médicalisation de l'anesthésie au Liban il y a de très nombreuses années, il y a eu un blocage de la formation officielle des infirmières en tant qu'infirmières anesthésistes pour éviter qu'il y ait des abus au niveau de certains hôpitaux et la non-application, de la règle qu'il fallait qu'il y ait un médecin anesthésiste responsable directement de l'anesthésie. Donc, mais actuellement, il y a une plus grande reconnaissance de ce rôle de binôme infirmière-médecin et infirmière, comme je l'ai dit, modèle, francophone, français, avec une formation bien établie. Donc, justement, c'est pour ça que je dis que probablement, c'est le moment d'élargir et de sortir des départements pour répondre à cette demande qui est plus générale au niveau du pays. Voilà, mais je dirais quand même que le Liban, actuellement, il faut toujours penser qu'il y a malheureusement un avant et un après 2020, et ce qui était, recommandé ou souhaitable ou, ce qui était dans nos plans, si vous voulez, avant 2020, actuellement, tout a changé et maintenant, il y a des choses beaucoup plus urgentes et à régler. Et on ne sait pas où on va exactement. Donc, et le problème de la démographie, je crois que maintenant, il se pose de façon très aiguë et il faut absolument qu'il y ait une solution à ce point de vue. Mais n'empêche que, encore une fois, quelle que soit cette solution, et peut-être c'est une solution qui va peut-être mettre en danger la sécurité
ou la qualité qu'on avait avant, reste que la formation est notre, disons, arme essentielle à partir de maintenant, quelle que soit la solution pour la démographie, parce qu'il faudra niveler de nouveau vers le haut, probablement. C'est ce que moi, tu dis quel est ton point de vue, c'est mon point de vue, parce que j'ai bien peur que la situation actuelle nous mène vers une dégradation, si vous voulez, de la situation dans laquelle on était. On était vraiment bien avant 2020, disons, 2019-2020. C'était peut-être un mirage, comme on dit, c'est le mirage libanais ou l'illusion du Liban, mais on était plutôt bien comme les chiffres le montrent. Et en démographie et en matériel, maintenant, il y avait un manque certainement. En matière de réglementation, comme l'a souligné Ahmed, c'est le même problème. Nous n'avons pas beaucoup de lois et de décrets. Nous avons des circulaires et des recommandations de société, mais ce ne sont pas des lois. Donc aussi, encore faut-il voir comment ils sont appliqués. Et donc, on a besoin quand même de lois en ce qui concerne et de décrets en ce qui concerne les salles de réveil, en ce qui concerne la consultation d'anesthésie. C'est un grand problème pour pouvoir la légaliser et l'officialiser. Donc, voilà, je pense que là, il y a un grand travail à faire, de même qu'il faut trouver des solutions à ce qui nous attend si la situation ne se redresse pas au Liban. Je pense que la formation, quand même, la formation est quelque chose qui est constant. On en avait besoin avant et on en aura certainement, je pense, besoin après, parce que c'est notre seule chance de remonter la pente avec ce qu'on aura comme effectif et comme... Justement, dans la situation dans laquelle vous vous trouvez, après l'accident de l'été 2020, la crise économique, le Covid maintenant chez vous aussi, tu nous as parlé lors de la préparation de cette session de fuite de médecins. Il y a différentes fuites de médecins, il y a celles qui vous concernent, c'est-à-dire que vous êtes dans une situation critique. Il y a aussi le fait que beaucoup de médecins formés à l'étranger ne reviennent pas. Quelles sont les mesures, d'après toi, qu'il faudrait mettre en œuvre, qui pourraient faciliter justement l'adhésion et le maintien des médecins, y compris des paramédicaux, dans leur propre pays? Pour l'instant, c'est la crise économique surtout qui prévaut. Ce n'est pas autre chose. Nos élèves revenaient régulièrement, enfin, les médecins formés à l'étranger revenaient au Liban au contraire, ils étaient encouragés à revenir et à appliquer tout ce qu'ils ont acquis comme formation à l'étranger, formation qui était quand même nécessaire. La formation supplémentaire qu'ils ont à l'étranger, je le dis dans mes diapos, est quand même c'est indispensable. Donc, elle était très positive par rapport à la formation des anesthésistes. Donc, ce n'est pas ça, c'est surtout la crise économique actuelle et politique actuelle qui fait que les gens ne reviennent pas ou qu'ils veulent quitter. Or ça, je crois que ça sort de nos compétences pour régler ce problème. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste et de beaucoup plus... comment leur redonner confiance, ça c'est un grand problème. Je crois que, bon, là j'ai dit 400 médecins hospitaliers qui ont quitté, mais hier il y avait une interview du président de l'Ordre des médecins qui parle de plus de 1000 médecins qui ont déjà quitté. Et il y a plus de 1000 infirmières qui ont déjà quitté le Liban ou qui s'apprêtent à quitter le Liban. Donc le problème, c'est ça, moi, à mon avis, si on voit le problème maintenant, c'est surtout, et ça va retentir sur la qualité et la sécurité, certainement. Donc, les solutions, quelles sont-elles? Je pense que ça va aller peut-être vers une baisse de qualité. C'est pourquoi je vous dis encore une fois que la formation, maintenant, est plus importante que jamais, parce qu'il faudra remonter la pente et reniveler vers le haut. Voilà. J'ai une dernière question. Oui, Ahmed, tu voulais intervenir? J'ai une dernière question concernant justement la formation. Est-ce que, une fois de plus, hein, je vais mettre la francophonie en permanence dans les discussions, est-ce qu'une collaboration par des technologies telles qu'on les vit actuellement, la visio, la télémédecine, la formation en ligne, est-ce que ça peut vous aider dans cette situation-là
à maintenir un haut niveau de qualité dans la formation que vous dispensez? Je pense que, bon, encore une fois, si je parle avant la crise actuelle et jusqu'à maintenant, je pense que la formation que nous dispensions était d'un bon niveau, reconnu un peu, enfin reconnu par vous d'ailleurs et par beaucoup de nos collaborateurs. Quand même, nous avions besoin d'une formation supplémentaire en France et d'un supplément de formation grâce à notre collaboration avec les CHU français, avec l'ASFAR et bon, l'école francophone. Mais je pense que maintenant, plus que jamais, effectivement, ça va être très nécessaire, certainement. Certainement, je pense que c'est un plus et qu'il faut y aller. Je sais qu'il y a un projet qui est fait dans ce sens-là et bien sûr, c'est très important, à la fois pour les infirmières et pour les médecins, pour voilà, renforcer cette formation et lui redonner un peu plus de... Bien que jusqu'à présent, il n'y a pas eu de... Disons, on se maintient quand même à un bon niveau. Il ne faut pas penser que... Mais l'avenir est incertain. Voilà, et c'est surtout pour ça. Mais il ne faut pas non plus que cette formation soit à double tranchant et qu'elle fasse partir les gens aussi et leur offre plus de choix pour partir parce que là aussi, on aura perdu. Maintenant, bon... on comprend, mais si on pense au Liban et au système de santé au Liban, ça va beaucoup s'en ressentir. Merci beaucoup, Patricia. Tous nos voeux, en tout cas, pour la suite. Je vais passer la parole à Philippe Mavungu pour qu'il nous parle des problématiques liées aux moyens matériels qui sont un des éléments, un des piliers de la sécurité en anesthésie. Philippe. Je suis membre de ces différentes organisations et j'ai eu à participer à des symposiums organisés par l'industrie, notamment Massimo, Drager, Fresenius, souvent sur des problématiques liées à la sécurité en anesthésie. Je voudrais dire d'abord qu'il y a une science médicale unique et des contextes d'application qui sont différents aussi bien en ressources matérielles qu'en ressources humaines. L'approche spécifique de l'école française inspire les anesthésistes francophones et ça nous crée ainsi une école francophone d'anesthésie. Nous nous basons principalement sur les décrets de sécurité utilisés en France, aussi bien pour l'activité au bloc opératoire qu'en salle de réveil. La checklist de l'OMS est une application de ces principes. Et on se rend compte que dans bien des cas, pour de nombreux pays, elle peut être très compliquée à appliquer parce que des éléments essentiels comme les machines d'anesthésie, l'oxymètre de pouls peuvent être absents en début d'intervention, ce qui complique son respect strict. Dans sa résolution WHA 6815, l'OMS a fait un plaidoyer fort pour le développement de l'anesthésie et de la chirurgie et elle souligne l'importance de l'adéquation en équipement ou en infrastructure pour cette anesthésie sécuritaire dans le cadre de la couverture santé universelle. La WFSA a par ailleurs édité des standards pour une pratique sécuritaire de l'anesthésie en essayant de l'adapter au niveau des structures de santé avec des ordres de priorité de ces équipements. C'est ainsi aussi que la WFSA s'est impliquée à créer la fondation Lifebox pour répondre à la pénurie en oxymétrie de pouls. Je voudrais souligner aussi que ce problème d'équipement peut être à l'origine d'un mal-être professionnel, et il est la cause de fuite de compétences et de cerveau, aussi bien en interne qu'à l'étranger. Si on faisait un aperçu un peu général, par exemple dans cette étude, on se rend compte que 22 pays à ressources moyennes et limitées ont déclaré avoir une pénurie en équipement d'anesthésie ou en oxymétrie de pouls, que des éléments essentiels comme l'eau courante, l'électricité est en défaut dans 50% de cas,
et même des choses essentielles comme l'oxygène. La fondation Lifebox a récemment donc mené encore une enquête qui a couvert 63 pays et on se rend compte que même dans le contexte du Covid-19, une bonne moitié ne disposait pas d'éléments essentiels comme les filtres antibactériens et que l'oxymétrie de pouls était absent dans pas mal de structures. On pourrait l'expliquer assez facilement parce que on voit sur cette diapositive, par exemple, en bas à l'extrême gauche, la petite bande jaune qui représente la part des dépenses de santé par rapport aux dépenses globales de santé faites par les pays à ressources limitées. L'OMS a essayé, dans le contexte du Covid-19, de pallier ces défaillances en apportant différents équipements. D'autres organisations non gouvernementales aussi et des gouvernements ont apporté du matériel, souvent d'ailleurs en ne respectant pas les règles de donation qui devaient se faire en coordination avec les pays, entre les donateurs et les récipiendaires. Je voudrais citer ce papier de Mike Mason qui avait il y a quelques années écrit le concept de conception adaptée au contexte pour tenir compte des spécificités des pays à ressources limitées où parfois l'électricité est disponible, parfois elle ne l'est pas. La cargaison de bouteilles d'oxygène peut être arrivée à temps, elle peut arriver avec 2 mois de retard. Pour compliquer les choses, les règles fiscales des pays à ressources limitées peuvent être assez sévères et compromettre l'arrivée d'équipements médicaux. On voit que la taxation peut être très élevée dans certains pays, jusqu'à 27,6% de taxes, ce qui compromet l'arrivée d'équipements essentiels. L'effort pour les dépenses de santé est un mythe de Sisyphe qui est quasiment insurmontable dans les pays à ressources limitées. Il y a des outils pour essayer de pallier ce problème, notamment le National Surgical Obstetric and Anesthesia Planning qui a été développé par la WFSA avec d'autres organismes et que certains pays africains commencent à utiliser pour planifier leurs besoins ou les financements des ressources nécessaires. On peut donc dire qu'il y a un problème de prix abordable. Bon, le manque de processus d'appel d'offres correctement organisé, le manque de compétences, la plupart du temps des marchés de gré à gré mal contrôlés, des maigres budgets pour les soins de santé comme si ce n'était pas une priorité. Et je voudrais souligner la place des ingénieurs biomédicaux et des techniciens biomédicaux qui est encore très sous-estimée. La logistique qui n'est pas ou qui est mal organisée, on découvre en dernière minute des pénuries qu'on aurait pu anticiper et l'apport que les nouvelles technologies peuvent apporter. Si on rêvait, on pourrait souhaiter avoir une fiabilité de la source d'énergie en s'appuyant sur des technologies comme le solaire, l'éolien, avoir une fiabilité des sources en oxygène, des appareils d'anesthésie avec concentrateurs d'oxygène intégrés et des mini-centrales de production d'oxygène, le soutien des ingénieurs biomédicaux. Les nouvelles technologies sont certainement à prendre en compte et elles sont régulièrement citées par l'OMS. Actuellement, certains pays africains anticipent en utilisant des drones pour régler des problèmes de logistique. Je voulais aussi signaler des produits comme l'EcoPen, qui est développé par une start-up française pour avoir une échographie portable et transmettable à distance. Merci beaucoup Philippe. Tu as beaucoup parlé du matériel et on a peu abordé les médicaments. Est-ce que tu peux en 2 phrases nous résumer, et c'est pas facile de résumer en 2 phrases, la problématique des médicaments qui, j'imagine, est un petit peu parallèle à ce que tu viens de nous proposer pour le matériel?
Effectivement, comme tu le dis, Pierre, la problématique du médicament est parallèle à la problématique du matériel, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement qui est mal organisé, qui ne bénéficie ni des possibilités d'économie d'échelle, qui est assez en retrait par rapport à l'évolution de la science. Il y a des garde-fous qui sont, par exemple, les médicaments essentiels de l'OMS, mais même ceux-là ne sont pas toujours respectés. La problématique du médicament est peut-être moins sévère que celle du matériel, tout compte fait, connaissant un peu le terrain, parce que il y a des centrales d'achat qui s'organisent, parce que les listes de l'OMS sont adaptées au pays. Bon, il reste à les appliquer assez correctement. Il est assez paradoxal que les pays africains qui ont des prévalences assez élevées, par exemple l'hépatite, continuent, le professeur Berti l'a dit dans sa présentation à l'introduction, à utiliser plutôt de l'allotane que les autres nouveaux halogénés. Il y a peut-être de l'économie, mais il y a un moment où il faudrait peut-être passer à autre chose et tenir compte de l'évolution de la science. Qu'en est-il de l'approvisionnement en oxygène dans les pays, en particulier de l'Afrique de l'Ouest? Je sais qu'il y a une pénurie d'oxygène à Londres, donc en fait, qu'en est-il de la pénurie d'oxygène? La crise du Covid-19 a aggravé cette problématique de pénurie d'oxygène. On s'est rendu compte que beaucoup de pays ne pourraient pas assurer les cas graves de Covid. Cela est vrai pour la majorité des pays africains, s'ils n'ont pas tous, c'est pratiquement tous. Hein. Il y a, en sort de la francophonie, il y a des pays comme le Nigeria qui prouvent que ce problème est dramatique, puisqu'ils débloquent maintenant un budget de 17 milliards de dollars pour créer 38 centres de production d'oxygène. C'est vraiment, s'il y a un problème à résoudre de toute urgence, c'est bien le problème d'oxygène. J'ai eu l'occasion de côtoyer des personnels paramédicaux de centres reculés qui avouaient faire des césariennes avec pas d'oxygène à côté. Et cela depuis des années. Est-ce que, à l'instar de ce qu'on a discuté avec, que ce soit Ahmed ou Patricia, il y a la problématique des textes. Est-ce que tu penses que les textes de la WFSA et de l'OMS sont suffisants pour sécuriser les approvisionnements en matériel et en médicaments? Et sinon, ce que je crois, qu'est-ce que tu proposes pour essayer de contraindre finalement à ce qu'il y ait une régulation sur l'approvisionnement des médicaments et des matériels essentiels? Alors ta question, en fait, en revêt plusieurs, parce que les textes, est-ce qu'ils sont assez exhaustifs pour essayer d'appliquer la médecine moderne, d'une part, mais ce ne sont pas ces textes qui vont être contraignants pour les gouvernements. Or, le travail de persuasion au niveau des gouvernements, c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui avec un effort de plaidoyer très fort, mais qu'il ne faudrait pas relâcher, qu'il faudrait faire aussi bien auprès de toutes les instances internationales, auprès des différents gouvernements. Et ce problème de financement est en fait crucial. Les budgets de santé sont maigres et ça ne peut pas durer. Voilà, dit franchement. J'ai une dernière question. Je sais que tu es féru de nouvelles technologies, d'informatique. Tu as parlé de, finalement, le contexte de… Vous avez tous parlé de contexte, d'ailleurs, et je pense que c'est un mot-clé dans la problématique de sécurité en anesthésie. Est-ce que, finalement, le fait d'avoir des problèmes pour pouvoir s'approvisionner en matériel ne peut pas pousser de l'innovation, en fait? C'est ce que tu as montré dans ta dernière diapo avec les drones. Moi, dans mon CHU à Grenoble, j'ai demandé à ce qu'on mette des drones entre l'établissement du sang et le CHU parce qu'il y a 1 kilomètre entre les deux. Est-ce que ce n'est pas justement une question, l'innovation sur la sécurité, qui pourrait être explorée par de la recherche dans ces situations-là? C'est quoi ton point de vue? Est-ce que tu penses vraiment que ça peut faire avancer les choses? Les nouvelles technologies ouvrent un vaste champ d'applications qui pourrait permettre de pallier certaines carences que nous avons actuellement. C'est aussi bien la problématique de disposer des ressources humaines dans des coins reculés. La télémédecine, dans ces contextes,
est tout à fait applicable. La possibilité de télémonitorer est tout à fait applicable. Effectivement, les drones règlent une partie de la logistique qui est assez complexe à utiliser. Mais si nous avons, entre autres, un leadership de la formation et de l'encadrement du personnel, les outils de télémédecine sont essentiels à ça. L'OMS Afrique, d'ailleurs, le saisit et régulièrement a une session consacrée à la télémédecine en association avec des institutions comme l'Institut télégraphique international et d'autres. Moi, je crois fermement que c'est une part de la solution, la télémédecine. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que c'était extrêmement riche tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez montré, tout ce que vous avez témoigné. Je vais vous demander un exercice. Il nous reste 3 minutes avant que cette session se termine. Je vais vous demander en 24 secondes exactement de me faire une phrase de conclusion pour vos thématiques. Donc, au hasard, je vais commencer par toi, Ahmed. Ah, je crois qu'il est un peu… Ahmed, tu es avec moi? Tu es avec nous? Oui, oui, je suis là. Oui, alors, pour moi… Alors, pour moi, actuellement, la pandémie Covid a montré que nous sommes un métier extrêmement précieux. Alors, on a des petits problèmes de connexion avec le professeur El Hadim. Et oui, là, je suis toujours là. Donc, je disais qu'il faudra 2 choses. Motiver les acteurs du métier et développer l'anesthésie-réanimation, à la fois de la motivation financière, y compris individuelle et législative, et puis protéger nos ressources humaines. Et nous pouvons jouer un rôle important en donnant des protocoles, en collaborant ensemble pour pouvoir avancer tous ensemble. C'est un plaidoyer très, très important à apporter. Nous sommes cruciaux pour nos pays. En dehors des domaines d'activité, il y a aussi, au niveau décisionnel, nous agissons et il faudra qu'on avance. Étant donné que le professeur El Hadim a utilisé 1 minute 30, je propose, Patricia, il ne te reste plus que 15 secondes. Toujours très dur avec moi. Donc, moi, je préfère rester à l'avant 2020 parce que l'après 2020 me semble trop sombre. Donc, avant, c'était la réglementation. Ahmed en a parlé et c'est très important d'avoir des recommandations solides et des règlements, donc des lois et des règlements solides également. Donc, ça, c'est le rôle de la société. Il faut faire beaucoup plus d'efforts dans ce sens-là. Pour légaliser certaines choses et obliger à appliquer certaines choses. Et d'un autre côté, bien sûr, j'insiste beaucoup sur la formation et le supplément de formation, à la fois pour les infirmières et pour les médecins. Maintenant, et encore une fois, ça va devenir beaucoup plus important avec la baisse de la démographie parce que peut-être qu'il va y avoir, est-ce qu'on va arriver à un transfert de certaines compétences vers les infirmières. Comment faut-il faire ça? Et je ne sais pas. Enfin, tout dépend de ce que ça va être après. Il n'y a pas vraiment je pense que les solutions à cette fuite de médecins et d'infirmières va au-delà de cette session. On n'a pas de solution pour ça à offrir, mais il faut voir comment on peut compenser ça au cas où ça se résout par une baisse de la qualité. Merci beaucoup, Patricia. En tout cas, tous nos encouragements et on est avec vous et avec tous nos amis libanais. Philippe, il ne te reste plus que 5 secondes. Alors, garantir l'approvisionnement en équipements, en médicaments essentiels. Le minimum déjà qui est proposé dans les standards de l'OMS et surtout, il y a une problématique urgentissime, faire que l'oxygène soit disponible partout. Et l'électricité avec. Merci beaucoup à vous 3. Je pense que cette session, elle aurait pu durer des heures et on va renouveler sur d'autres thématiques. Moi, je suis très heureux d'avoir pu mettre autour de la table des collègues francophones et évidemment, nous reproduirons ce genre de session dans les manifestations de l'ASFAR. Bon courage à tous et à bientôt. Merci. Merci à tous.